Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL des équipes de The Playoff. Nous sommes là pour votre réveillon de Noël ou presque. Ça se trouve, certains vont nous écouter plutôt que de se taper les discussions interminables avec la belle famille ou la famille. Ils vont avoir le droit à Tailgate. Ça peut être sympa. Vous mettez ça dans une oreillette, personne vous verra, c'est très discret. Si vous avez les mêmes cheveux que Trevor Lawrence, ça passe tout seul. Si vous avez ceux d'Yaya, forcément, ce sera moins discret. On va donc débriefer cette 16e semaine de compétition. Il y a eu des très beaux matchs, il y a eu des matchs surtout très importants. En vue des playoffs, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de podcast de milieu de semaine. Nous faisons juste les débriefings pendant les 2 semaines qui restent pour permettre à mes ouailles et néanmoins congénères de souffler quelque peu pour ne pas les malaxer jusqu'à l'os pendant ces vacances de Noël. Mon Yaya est avec moi. Mon Yaya qui est déprimé parce qu'il a vu le match entre les Vikings et les Giants. Bref. Oh, c'est une lente agonie. C'est pénible cette fin de saison. Alors, Mike Kafka poursuit la métamorphose. Il devait se métamorphoser, mais alors là, c'est même plus, c'est rien. Tu vois, j'ai l'impression d'être le nom de Pitman prononcé par Vince. Je vois à peu près. Mon Vince c'est là aussi. Salut mon Vince, comment ça va? Salut à tous, salut à toutes, ça va très très bien, encore de très beaux matchs, de superbes matchs dans cette saison NFL décidément. On a vu des matchs où à la fin des matchs on disait c'est le match de l'année, c'est l'action de l'année, c'est vraiment, on s'est régalé encore une fois, du super football, donc beaucoup de bonnes choses à parler et bien sûr avec vous pour parler et pour débriefer tout ça. Et puis c'est le dernier podcast pour moi avant que je prenne mon envol vers les États-Unis. Je tiens à le dire. Avant que tu prennes, que je prenne mon envol. Il prend deux. Ouais, et puis je prends. Si j'ai envie de prendre, je prends. Ouais, j'ai l'impression d'être dans comment ça s'appelle le film des nuls, la Cité de la peur. Donc j'en profite aussi pour le dire à nos chers auditeurs que effectivement je ne serai pas là, mais j'essaierai d'être avec le podcast. On en avait déjà parlé le lundi du débrief dans 2 semaines pour en direct de Denver. J'essaierai de vous faire un petit débrief à chaud. Si vous avez des questions, d'ailleurs, attends, c'est quoi le projet? Oui, mais si, ça va le faire. Alors, c'est-à-dire que pour rappel, on a déjà du mal avec la connexion de Bertrand à Cambrai. Celle à Denver, je la sens très moyen. Et si, ça va le Ça faire. me rappelle, pour les plus anciens qui connaissent TFA depuis longtemps, un certain live avec Romain Del Bello depuis Los Angeles, qui est resté dans les annales, mais pas dans le bon sens du terme. Tu vois. Si c'est pas possible, je vous ferai un petit vocal que tu indexeras voilà, fais ça. Un vocal. Voilà. Et puis voilà. Écoute, tu sais quoi, on te rappellera. Reste en ligne. J'ai un double appel. Bon, le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Merci de contacter le service des renseignements. Exceptionnellement, nous allons parler du match du jeudi, parce que ce match de jeudi était quand même particulièrement important, un duel entre les Seahawks de Seattle et les Rams de Los Angeles, duel pour la tête de la NFC West, mais duel aussi pour le first seed de la conférence NFC, un match qui avait très très bien commencé pour les Rams, avec une avance de 30-14 au début du 4e quart-temps. Et tout s'est délité en fin de match, et finalement le retour de Seattle qui s'impose. Et oui, on avait dit match charnière qu'il fallait que notre ami Sam Darnold fasse un statement. Il nous a fait deux interceptions bien dégueulasses. C'est Sam Darnold. On pensait qu'il était mort et enterré par les coups de boutoir. Et puis il revient. Ça va jusqu'en prolongation. Mais que s'était passé en prolongation, sur la prolongation, une conversion à 2 points plutôt que d'aller égaliser et de faire un match nul. Ils ont été chercher la victoire du côté de Seattle. Alors, il s'est passé un fait de jeu, je pense qu'on va y revenir. On en reparle partout depuis vendredi matin. Derrière, voilà, qui va peut-être décider de beaucoup de choses dans la saison. Il y a, moi, ce que je retiens, c'est que Los Angeles avait le match en main. Ils se sont laissés revenir
Et Seattle montre beaucoup de choses, beaucoup de résilience, et surtout chez eux. Donc, plutôt que de parler de tout le match, moi, c'est ça que je retiens. Et puis, un écart phénoménal en termes de yards. Il y a 2 terrains d'écart. 581 yards au total pour les Rams et 415 du côté de Seattle. C'est normal, les nombres sont élevés, c'est normal, il y a eu une prolongation. Mais voilà. D'ailleurs, les Rams qui sont Ah, la première équipe de l'histoire à perdre en ayant marqué un touchdown en prolongation. Non, Ouais. c'est pas vrai. Comment ça, non? C'est ce qu'on a dit, mais non, c'est pas vrai. Les Commanders ont perdu contre les Broncos en ayant marqué un touchdown en prolongation, mais sauf qu'ils ont tenté la Ouais, mais comme conversion. c'est les Broncos, on s'en fout. Ils ont tenté la conversion à 2 points, ils ne l'ont pas réussi. Ouais, mais c'est les Donc Broncos. tout le monde le dit effectivement, mais non, les Commanders avaient déjà perdu. Ah, ouais, ok. On vérifiera quand même, parce que je suis pas sûr qu'il ait bien prononcé le nom des équipes. Donc, on fera un Non, check. c'est vrai, Ouais, mais déjà, il a dit les Commanders. C'est vrai, t'as raison, c'est les Redskins. Pas dire Redskins. Tu parlais de ce fait de jeu, mon cher Yaya, c'est cette fameuse conversion à 2 points. On est à 7 minutes, grosso modo, de la fin du match. Les Seahawks se sont menés 30-22. Ils parviennent à marquer un touchdown. Et sur cette fameuse conversion à 2 points, alors il y a Charles qui a fait une vidéo, il y a Mathieu qui en a fait une, vous pouvez les retrouver sur Instagram très facilement. On a cette tentative de passe de Sam Darnold qui heurte, alors je sais plus si c'est le bras ou le casque du défenseur des Rams. Le ballon échoue dans la end zone et Zach Charbonnet finit par le ramasser. Professionnel, le Zach Charbonnet jusqu'au bout, hein, puisque le coup de sifflet avait retenti, mais il va quand même ramasser le ballon. On peut dire qu'il est charbonné. Et au final, après révision vidéo, cette conversion est validée puisque la passe était en arrière et donc donc le ballon était encore vivant. Quelques minutes plus tard, les Rams auront l'occasion d'aller s'imposer sur un field goal qui sera manqué. J'ai envie de dire, Vince, est-ce que finalement c'est pas plus les Rams qui ont perdu ce match? Alors, déjà, avant de dire que les Rams ont perdu ce match, tu l'as dit tout à l'heure, on fait exception à la règle en parlant d'un match de jeudi parce qu'effectivement c'était un match qui comptait beaucoup, mais c'est parce que c'était un match qui était fabuleux. Il faut le dire aussi. C'était un superbe match, de bout en bout, avec une grosse intensité play-off. C'était vraiment un gros duel de division qui nous a tenus en haleine toute la nuit et où on a vu énormément de choses. Notamment, je suis obligé d'en parler, mais on a vu un Puka Nacua stratosphérique. Il faut quand même le signaler. Il est dans une super forme et les Rams avaient Nacua et Cup l'année dernière. Ils ont vraiment misé sur Nacua et force leur en a bien fait puisque effectivement là il fait une très très bonne saison. Et il n'y avait pas Davante Adams, on tient à le préciser quand même. Et du coup, Nacua a pris quasiment les yards de Nacua et de Davante Adams. 225 yards. Hein. Je crois qu'il fait plus de. Il est à près de 600 yards sur 3 matchs d'affilée, quoi. Je crois qu'il fait 180, je crois. C'est monstrueux. Bon, bref. Pour répondre à ta question, les Rams avaient ce match en main. Ils l'avaient clairement en main, tu l'as dit tout à l'heure, 30-14 en début du 4e quart. Ils avaient clairement le match pour aller gagner. Et puis surtout qu'ils avaient maîtrisé un peu cette attaque des Seahawks, puisque même à domicile, ils n'arrivaient pas à développer le jeu qui leur avait fait qui leur permettait d'avoir cette place-là à ce moment-là de la saison. Maintenant, sur cette action, oui, il y en a un qui se démène et qui y va. Alors, soit dit en passant, mais c'est un autre débat, un autre jour. Je pensais que quand il y avait un coup de sifflet, le jeu s'arrêtait, sinon on était sanctionné d'un flag. Mais c'est pas beau, je reconnais. Allez, non, mais sinon, oui, il loupe un field goal. Après, louper un field goal, ça arrive à tout le monde, malheureusement. Le field goal n'est pas non plus hyper facile. De mémoire, c'est 47, 48 yards.
le field goal. C'est 40. Attends, je retrouve le chiffre exact Je crois pour que c'est pas ça. dire de bêtises. 48 yards, oui. Donc voilà, tu joues à 48 yards. À Seattle, c'est une ville, c'est un stade en extérieur. Il y avait du vent ce soir-là. C'est C'est pas le kicker le plus expérimenté de la NFL non pas le plus. kicker le plus expérimenté. Et puis le public a clairement joué son rôle. Bon ben voilà, tu loupes un field goal, c'est pas non plus une catastrophe. Si. Là, on va arriver vraiment au choix de la prolongation. Et en fait, on commence à se rendre compte que en étant premier à jouer, tu convertis à un point. Si tu marques un touchdown, l'équipe adverse peut jouer et donc peut choisir de convertir à 2 points ou à 1 point. Mais s'ils convertissent à 1 point, c'est pas match nul qu'il y a. La balle revient encore aux Seahawks. Aux Rams. Au Rams. La balle revient aux Rams. Et il leur reste 3 minutes 30 pour ne marquer qu'un seul field goal et gagner. Donc, cette règle de la prolongation qui a changé, et c'est très bien comme ça que les deux équipes aient de la prolongation, ça change aussi le fait que ceux qui ont la balle en deuxième, eh bien, ils sont quasiment forcés, obligés, si la première équipe a déjà marqué un TD, de marquer une conversion à 2 points. Sinon, derrière, il faut, en 3 minutes, on peut aller chercher un field goal. Après, tu pourrais faire une solution de prolongation. Alors, soit tu l'as fait à la NCAA ou à version D1 Elite, mais bon, on va pas revenir sur les prolongations de D1. Mais sinon, tu fais une solution où chacun a une possession. Et puis, comme ça règle le problème, tu vois. Ouais. Tu donnes une possession à chacun. Plutôt qu'un temps, tu donnes une possession à chacun, départ sur les 35, et puis tu as un drive pour c'est comme ça que ça se joue en ELF. Par Et exemple. si tu veux vraiment annuler la prolongation, tu fais une possession chacun, tant que les deux marquent à chaque possession C'est ça. le même nombre de C'est tir au points. but, en fait. C'est comme au tir au but, quoi. Tu peux faire ça aussi, mais dans ce cas-là, tu oublies complètement Le match nul. les égalités. Pourquoi pas, ça peut être une solution. Bon, pour revenir sur le match, moi je pense pas que les Rams l'aient complètement perdu. Je pense que c'est surtout les Seahawks qui ont vraiment monté leur niveau de jeu dans le 4e quart et qui sont allés chercher ce match-là avec les tripes, avec l'intensité et avec l'envie de jouer. On a vraiment vu une équipe, j'avais l'impression, moi, jeudi soir. Et ces Seahawks font peur, quoi. Ils font peur parce que ils savent être dominants. Alors ils ont des trous, oui, on l'a vu, mais ils savent être dominants quand il le faut et en fin de match. Et moi, je trouve qu'ils font une super saison. J'ai très très peu de gens les voyaient à ce niveau-là en début de saison. Oui, vas-y, moi. Les Seahawks ont un calendrier beaucoup moins favorable que les Rams. Les Rams, ils jouent les Falcons et les Cardinals. Je te parlais sur le match. Après, ouais, en playoff, il n'y a aucune des deux équipes qui est bonne à prendre. Ah non, mais complètement. Mais c'est pas la même chose si tu es first seed avec une bye week et que tu reçois à domicile tout le temps. Et t'imagines, t'es Seattle, t'as fait une saison de ouf, tu perds contre San Francisco, tout s'écroule. Ah oui, ils jouent les Panthers et les Niners. Les Panthers qui sont dans la course pour la division et aller en playoff, les Niners qui jouent aussi pour avoir le meilleur seed. Et si tu as le meilleur seed, ils peuvent même te passer devant. Non, mais je suis d'accord avec toi. Donc en fait, c'est même en fait, c'était valait mieux qu'ils gagnent ce match à domicile, on est d'accord. C'est une très bonne opération pour eux. Malgré tout, ça valide pas ni le first seed, ni un bon parcours en playoff, parce qu'après tu vas te retrouver, imagine, tu perds un des deux matchs qui restent, notamment contre les Niners, tu peux te retrouver très loin dans le seed en fait. Tu peux te retrouver seed 6, voire 7. Et si tu es seed 6 ou 7, c'est pas la même chose sur qui tu joues, tu vois. Tu joues, si par exemple tu joues les Eagles, tu tombes sur les Eagles, t'es pas jouasse parce que tu vas jouer là-bas, quoi. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est d'où l'importance du match de jeudi, quand même, d'essayer de le gagner, parce que de toute façon, on savait qu'avec le calendrier qui arrive, ils perdaient ce match-là. Les Seahawks, c'était quasiment adieu la division, quoi. Donc, et le first seed, là aujourd'hui, ils sont en course pour les deux, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est pas jouasse les deux matchs qu'ils ont. Et non, ça c'est hésitant. Surtout les Niners, et quand on connaît la rivalité entre ces deux équipes, moi je serais fan de Seattle, je serais
je prends une petite respiration, mais je suis pas confiant non plus pour l'avenir. Déjà par rapport à l'an dernier, ils sont sûrs d'être qualifiés. Ça leur évitera d'avoir la désillusion d'être éliminés en semaine 18 déjà. Ouais, mais en fait, l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que, imagine, tu perds contre les Panthers. Je prends un exemple. Tu perds contre les Panthers. Tu arrives avec une pression de malade pour aller jouer San Francisco et tu peux tout perdre en 15 jours. Tu peux tout gagner, mais tu peux tout perdre. Tu es dans une obligation de gagner 2 matchs. Et en plus, bon, l'avantage, c'est que si tu gagnes les 2 matchs, tu sais que tu as une semaine de repos. Mais tu perds un des 2 matchs, tu perds la semaine de repos et tu as toujours les obligations de gagner. Après, là, c'est de la projection, mais il y a rien d'impossible non plus de voir les Seahawks se battre les Panthers, tu vois. Je veux dire, en début de saison, on nous aurait dit ça. Bon, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui aurait mis les Panthers gagnants. Donc, on va en parler après de Carolina. Mais bien voilà. sûr. Après, tu as raison sur le match contre les 49ers, qui en plus sera un match qui, lui, pour le coup, ne décidera pas de la qualification puisque les 2 équipes sont déjà qualifiées, mais qui va être important pour l'ordre des seeds dans les playoffs. Ça, c'est une certitude parce qu'à mon avis, à ce moment-là, les ordres pourront encore s'inverser dans cette NFC West. Surtout que les 2 matchs sont à l'extérieur, là. Mais juste ça veut dire que t'en perds un et les Rams gagnent tout. Tu te tapes un 3e match d'affilée à l'extérieur. Juste une petite question, Yaya, tu nous as dit à longueur de semaines, ces dernières semaines, et à juste titre, c'est ton avis en tout cas, que Sam Darnold n'était pas forcément le quarterback le plus, comment dirons-nous, celui dans lequel on pourrait avoir le plus confiance pour faire progresser l'équipe jusqu'au Super Bowl. Est-ce que ce match-là, tu l'as dit, avec 2 interceptions, mais aussi avec 38 points marqués contre les Rams, est-ce que c'est de nature à te conforter dans ton avis ou est-ce que au contraire, tu revois un peu ton jugement ? Je suis un peu entre les deux parce que, en fait, ce que je disais, c'est que il a toujours cette présomption de culpabilité sur le fait que ce soit pas un top quarterback, un game changer. Game manager, oui. Game changer, non. Le fait qu'il ait réussi malgré tout à mener l'attaque, moi je trouve que ça en dit long sur le bonhomme. Après, encore une fois, c'est pour prendre une métaphore cycliste, il a passé un col, il lui reste 2 autres et il peut avoir d'autres cols derrière. Mais moi, pour l'instant, tant que c'est en saison régulière, je dis bien. Moi, ce que j'attends, c'est des confirmations en playoff. On en a connu des quarterbacks qui étaient bons en saison régulière. En playoff, ça a bloqué. Et une victoire sur toute la carrière. Salut le sympathique Kirk Cousins, quoi. Salut Kirko, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Oh, lui non plus, il parle pas de lui, donc... Il nous manquait presque. Un truc à ajouter, mon Vince, sur ce match ou on passe à la suite ? Non, juste... oui, justement, j'allais dire oui, c'est bête que je dis non, mais oui. En fait, oui, un petit truc à rajouter. Oui, on n'est plus à une élucubration près. Salut Antoine. C'est effectivement un gros duel entre deux QB qui... un qui est favori MVP, dont on parle quand même beaucoup. Et oui, Matthew Stafford dégage quand même, malgré la perte du match, dégage un petit peu plus de sérénité dans ses choix, dans ses passes, dans tout ce qui dégage sur le terrain. Maintenant, Sam Darnold, il faut quand même lui rendre du crédit. L'année dernière aux Vikings, on a vu la saison qu'ont fait les Vikings l'année dernière et où il les a amenés. Et là, cette année, il arrive aux Seahawks, c'était un nouveau défi, un gros défi pour lui. Et personne ne les voyait là. Donc, il faut vraiment lui donner du crédit. Il est quand même, on ne peut plus dire qu'il est né de la dernière pluie. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de franchises qui seraient contentes de l'avoir.
On passe à un match qui s'est déroulé samedi parce qu'on avait une semaine un petit peu particulière avec des matchs le jeudi, enfin un match dans la nuit de jeudi à vendredi et aussi 2 matchs le samedi, avec notamment ce match-là aussi très attendu, cette fois pour la NFC Nord entre les Packers et les Bears. Un match donc qui était censé décider ou influer sur le cours de cette saison. Et là encore, bon, j'ai pas envie de dire bis repetita par rapport aux Rams, mais on a une situation qui est un petit peu analogue avec une équipe des Packers qui menait 13-3 au début du 4e quart-temps. Et renversement, alors là, encore plus improbable de situation parce qu'on a un touchdown un field goal des Bears, un onside kick réussi, et derrière, un touchdown pour égaliser et emmener le match en prolongation. Et voilà, tu as tout dit. Après Darnold, on parle de Willis. C'est un peu logique. Chicago, qui s'est toujours pris les pieds dans le tapis depuis des saisons et des saisons contre Green Bay, a forcé son destin et a été chercher Chicago qui foirait ses fins de match de manière consensuelle depuis des années. Oui. À chaque fois, dès qu'il y avait la pièce qui devait retomber d'un mauvais côté, ça tombait toujours sur la tête de Chicago. Non, sur la tranche. Voilà. Et Pile face. Ça tombe sur la tranche, désolé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, avec le nombre de matchs qu'ils ont été cherchés cette année, un peu à l'image de tes Broncos, Vince, ils ont été chercher beaucoup de matchs dans le 4e quart-temps. Ils gagnent beaucoup de matchs avec peu d'écart. Mais ça leur donne une certaine confiance. Et là, on a vu qu'ils ont été capables d'aller chercher ce match. Et tu l'as dit, un field goal, un onside kick, réussi, un touchdown, un touchdown à la fin du match. Touchdown de 46 yards pour DJ Moore, une très très belle passe de Caleb Williams d'ailleurs. Ouais, tout à fait. On parle souvent des coaching staff. Là, j'ai l'impression que du côté de Chicago, l'arrivée de Ben Johnson a transformé le mindset de cette équipe. Ok, il y a eu beaucoup d'additions de joueurs. C'est une construction d'effectifs sur plusieurs années. Ça a été la galère pendant très longtemps à Chicago. On se souvient des vaches maigres. L'année dernière, on pensait qu'ils allaient se relever tout de suite avec l'arrivée de Caleb Williams. Il n'en fut rien. Mais cette année, ça clique. Donc, je pense que cette victoire, c'est une victoire de la confiance par rapport à Chicago. Ils ont rien laissé passer et ils ont été chercher la victoire. Et pourtant, ils sont dominés en temps de possession. Oui, et puis pendant au moins une mi-temps, mais même j'ai envie de dire 3 quarts temps, c'est pas beau. Hein. Franchement, c'est moche. Hein. Ce qu'ils produisent, c'est vraiment pas, c'est pas folichon. Hein. Honnêtement. Ouais, mais au final, ils sont devant en passing yard. Rushing yard, ils arrivent à limiter. Pas de turnover. Alors, le gros point négatif, c'est les pénalités, 10 pénalités. Ils passent malgré tout. Ils sont vraiment sur un bon flow. Et ils vont peut-être y aller chercher leur division finalement. Ils sont en tout cas en très très bonne passe et c'était ma question, Vince. C'est là, est-ce qu'il ne faut pas commencer à s'inquiéter pour les Packers parce qu'on a quand même 2 défaites de suite. On le sait, Micah Parsons notamment qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Là, on a en plus une inquiétude avec Jordan Love et Malik Willis qui sont tous les deux touchés. Ça commence à faire beaucoup avant d'aller jouer la semaine prochaine contre les Ravens qui eux aussi jouent leur destin dans cette saison 2025. Est-ce que ça commence pas à être un petit peu chaud pour Green Bay? Oui, clairement, ça va être dur parce que la fin de saison est dure, la fin de saison est longue. Si je ne me trompe pas, mais peut-être que je me trompe, certainement, je me trompe. Oui. Ils n'ont pas un... Ah non, oui, je me trompe, pardon. Je croyais qu'ils avaient une grosse finale contre les Lions à jouer. Non, c'est contre les Vikings. C'est contre les Vikings. Donc, non, c'est
C'est pas évident. Moi j'ai du mal à la lire cette franchise. J'ai l'impression que la défaite face aux Broncos la semaine dernière a fait beaucoup de mal. Bon alors, certes, la défaite a fait mal, la manière aussi, mais surtout la perte de Micah Parsons. Et il y a leur garde aussi qui sort blessé. Donc c'est compliqué. Là, j'ai pas l'impression qu'ils arrivent à s'y remettre. Et pourtant, ils avaient le match en main. Parce que Mais tu l'as contre les dit, hein. Broncos aussi, hein. Contre les Broncos aussi, ils avaient le match bien en main et puis ça a fuité. Bah oui, mais bon, ça fait quand même 2 fois qu'ils nous ruinent un avantage quand même certain. Mais je crois que Pas décisif, quand mais ils font le match nul contre Dallas, c'est aussi un avantage qu'ils ont et il me semble qu'ils le j'avoue reperdent que je après. sais plus. Je me souviens plus, mais c'est le souvenir que j'en ai. Mais ce match-là, typiquement, je pense que les Packers perdent plus ce match-là que ce que les Rams ont perdu le match contre les Seahawks. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Normalement, sur un sidekick, tu te fais pas prendre, quoi. C'est pas normal. C'est à ce niveau-là, c'est pas normal. Surtout avec la nouvelle règle de l'onside kick. Ben oui, tu l'annonces, tu le sais que tu le fais, donc bon, à un moment donné, il faut arrêter. Je suis assez surpris par ces Packers et par ces Bears aussi. Hein, il faut quand même dire ce qui est. Ils sont très surprenants et ils arrivent à faire beaucoup de belles choses, de très très bonnes choses. Caleb Williams a eu un début de match très compliqué, très dur. Et il s'est réveillé au bon moment, vraiment au bon moment, mais qu'il le fallait, quoi. Sinon, c'était trop tard. Moi, justement, je vais faire la comparaison avec le match dont on a parlé juste avant. Le Seahawks Rams, il y avait 14 et 13 drives pour chaque équipe. 14 pour les Rams, 13 pour les Seahawks. Le Bears Green Bay, il n'y en a eu que 9 pour chaque équipe. C'est dire que les drives, ils étaient vraiment construits, longs. Il y a pas eu ou très peu de 3 and out. Je crois que le premier quart-temps, il y a que 2 drives. C'est dire qu'en fait, c'était un match hyper technique, hyper tactique, qui s'est joué à vraiment pas grand-chose et où les défenses ont pris le dessus, mais de manière assez mesurée. Parce que en fait, clairement, il n'y a pas eu de risque de safety, pas beaucoup de gros impacts. Et des défenses des attaques qui avançaient, mais petit à petit, pas très très long. Donc voilà, c'était au final les Bears s'en sortent. Ils ont quasiment, je crois qu'ils ont gagné leur division même, c'est quasi sûr. Non, pas encore. Pas encore. Pardon, décidément. Parce qu'il y a le match nul Ah oui, c'est ça. de Green Bay qui les maintient en vie. Mais et puis c'est loin d'être fait parce qu'il faut rappeler que le calendrier des Bears, il est quand même salé jusqu'à la fin de saison. Comme Robert. Non, c'est ça là, Robert. Ah oui, c'est vrai. Là, le calendrier il est salé parce que justement, ils jouent contre les 49ers la semaine prochaine et après c'est contre les Lions. Voilà, et après, c'est les Lions. Donc, autant vous dire que va falloir quand même aller la chercher, cette victoire qui va leur donner la division, parce que ça va pas être tout cuit dans le bec. Alors après, il suffit d'une défaite des Packers la semaine prochaine contre les Ravens pour qu'ils soient champions de division. Donc, ils sont même pas obligés de gagner, ils peuvent être aidés par d'autres équipes. Mais c'est vrai qu'on a, on a une division qui est pas encore jouée. Je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que la seule équipe qui est qualifiée et championne de division, c'est les Eagles pour l'instant. Il n'y a pas d'autres champions de division à cette heure-là, puisque les Broncos pouvaient le devenir hier, mais on y reviendra. Bon, ils se sont foirés, hein. On n'est pas obligé d'y revenir. Si. Si, tu voulais y revenir. Ah non, Yaya, t'es témoin. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je veux en parler. Oui, mais non, il a dit oui, c'est un scandale, arbitrage, Voilà. Et bien on va en reparler. Voilà. Non, on n'est pas obligé. C'est lui qui m'a demandé. Bon, bref. Ouais, et encore, moi, il m'a envoyé des textos pendant le match pour insulter les arbitres sur 25 générations. Ah bah, bravo, belle mentalité. Alors, arrête de dire ça parce que ce n'est pas vrai et je n'aime pas qu'on critique les arbitres comme ça. Mais t'as pas arrêté de le faire. Ils ont été nuls. Mais non, je t'ai pas envoyé de message, c'est tout. Oui.
Et alors, il paraît que du coup, tu as dit oui, c'est un scandale. Si je prends une amende, moi j'envoie tout à la fondation pour les chiens guides d'aveugles, voilà, et tout est Non, mais il conti. part tout seul. Hein. Et voilà. Il est dur, hein. C'est dur à suivre. Hein. Tu vois Ryder que j'ai croisé aujourd'hui et que je salue avec son fils Gabin, il a dû voir que j'avais l'air fatigué, mais c'est forcément. Vous voyez avec quoi je dois travailler. On comprend pas où il va. Il part et on Oui. sait pas où il va. On sait pas où il va. C'est comme le petit Labrador qui court tout seul. Tu vois. Ah non, le Labrador, c'est pour l'arbitre. Et il court pas tout seul. Et voilà, Il est on tenu. comprend pas. Et puis en plus, il remue la queue. Tu vois. Des fois, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Ah, si, on sait bien pourquoi. Donc les Bears qui sont donc en avance sur leur temps de passage. Les Packers, vous les voyez toujours se qualifier? Oui, Oui, parce que là, ça me fait une transition pas avec les Lions, vous voyez. oui, parce que oui, bah oui. Eh ben Oui, oui. justement par rapport au match d'hier. Et oui, parce que les Lions, Et oui, Jamy, les Lions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh de la ben, merde. ils se sont gaufrés. Pardon. Les, Ah bah, Gaufré ouais. les Lions qui ont donc perdu face aux Steelers. Les Steelers qui d'ailleurs au passage vont encore signer une saison positive. Voilà, une de plus pour Mike Tomlin. Les Lions qui perdent donc 24-29 sur leur terrain. Bon, bah, qu'est-ce qu'on en dit de ces Lions? Ça va de déception en déception, mon Vince? Oui. Là, oui. Là, on va dire. Est-ce que j'ai limite envie de reprendre la phrase de Yaya, vraiment. Mais est-ce que le momentum pour cette équipe n'est pas passé et est-ce que cette équipe servira à quelque chose un jour? Donc non, je rigole bien sûr parce que alors, top. Cory, c'est pas moi qui l'ai dit. non mais oui, là, il y a un problème. Il y a un sujet, il y a vraiment quelque chose dans cette équipe. Ils n'arrivent pas à franchir ce cap, ils n'arrivent pas à franchir ce palier qui leur permettrait d'arriver et d'atteindre l'objectif suprême. Bah là, c'est même au-delà du problème de palier, c'est que là, on est sur une régression carrément Mais, par rapport à l'an dernier. Quoi. oui, mais justement, le fait qu'il n'ait pas passé l'année dernière, c'est une régression. Et là, moi, je trouve que effectivement, il y a de la perte. Alors, clairement, il ne faut pas minimiser la perte des deux des deux coordinateurs offensifs et défensifs, qui sont pour beaucoup. D'ailleurs, on voit le résultat chez les Bears, du côté de Ben Johnson. Donc, Et des Jets aussi, on a vu. sans commentaire. Mais voilà. En plus, on trouve un Jared Goff qui lance énormément. 54 lancés hier, c'est vraiment beaucoup. 364 yards quand même à la passe, hein, c'est une grosse stat, 3 passes de touchdown, 0 interception. Vas-y Yaya, parce que sinon il va m'énerver. Non, je voulais juste dire une stat après que j'ai vu par rapport à ça. C'est que Détroit n'a jamais gagné quand Jahmyr Gibbs n'a pas marqué de touchdown. Ah oui, bon Cette année? Oui, cette année, je pense. Ouais, cette année. Ouais, cette année. Mais, sur les 8 victoires, sur les 8 victoires. Tu es en train de nous dire qu'en pari sportif, si on veut faire un truc intelligent, on fait Jahmyr Gibbs marque et Détroit gagne. Quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, la question, c'est pourquoi le jeu au sol hier a été si peu performant? La stat, elle est claire, quoi. 12 tentatives de course. Bon, il y en a une pour Jared Goff, qui se fait chasser et qui perd un yard, mais donc 12 tentatives de course, 7 pour Jahmyr Gibbs et 4 pour David Montgomery, pour au final 15 tout petits yards pour une moyenne de 1,3 yards. C'est vraiment... Ça veut dire que là, il en faut 8. Hein. Non, mais c'est flamélique. C'est flamélique. Mais le problème, c'est que derrière... Flamélique. Oui. Ah, d'accord, mais alors, je peux te poser une question. Est-ce que quand c'est flamélique, tu te grattes avec une patte ou avec les deux? Vous m'avez compris. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que
en mettant au jeu. Bref. J'espère que Seb n'écoutera pas ce podcast. D'ailleurs, on lui passe le bonjour. Oui, bah, bien Mais évidemment. Il en me ayant, manque. en ayant un jeu de course aussi peu efficient, comment on peut vouloir mettre un jeu de passe propre, clair, et pouvoir ouvrir le jeu à la passe? Ce n'est pas possible. Donc, on court après le score, donc on est obligé d'envoyer à la passe. Et malgré ce jeu flamélique à la course, ils arrivent quand même à inscrire 24 points, et c'est pas rien, contre les Steelers. Donc, il leur manque pas grand-chose. Mais là, hier, il leur manquait clairement un jeu de course, des blocs de ligne, parce qu'on les connaît, les David Montgomery, les Jahmyr Gibbs, on le sait, les qualités, on les connaît, ces qualités-là. Mais hier, les blocs de ligne n'étaient pas présents, ils n'y étaient pas du tout. Les blocs premier rideau, déjà, ne fonctionnaient pas, et malgré ça, ils s'entêtaient à aller chercher des blocs second rideau, alors que déjà, la ligne était hyper poreuse et hyper perméable. Donc non, là, il y a un gros problème, il y a un gros sujet. Côté défense, seulement 3 fois Aaron Rodgers a été touché hier pour 2 sacs, 15 yards de perdu. Mais quand on sait que Aaron Rodgers, avec sa mobilité légendaire de quarantenaire, ne se fait toucher que 3 fois, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème sur les edges. On n'arrive plus à contenir le jeu au centre de la part des Lions, ce qui a impliqué beaucoup de jeux en débordement et qui a permis beaucoup de grosses avancées du côté des Steelers. Au final, quand on lit le jeu, c'est pas un résultat hyper surprenant. Quand on regarde les stats, c'est clairement ça, c'est la lecture de ce qui s'est passé hier. Tu veux une stat encore plus inquiétante? Tu parlais du jeu de passe, du jeu de course, pardon, qui a été abandonné. Si on regarde ce match, en plus sur les 14 jeux à la course, t'en as 6 qui ont été faits sur le deuxième drive. Le premier drive, c'est un 3 and out, si je me dis pas de bêtises, mais ou un drive très très court. Sur le deuxième drive des Lions, t'as 6 jeux à la course. Donc c'est-à-dire que t'as quasiment la moitié qui est déjà dans le premier carton. Et derrière, effectivement, il y a un abandon quasiment systématique. T'as 8 courses sur 3 cartons. C'est vraiment c'est flamélique. C'est voilà. Je pense qu'il y a pas d'autre mot. C'est un terme qui convient ils ont 69 jeux dans le match. 69 jeux. 14 et ils courent 15 fois. Ouais, bref, c'est assez difficilement compréhensible. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un problème physique chez Jahmyr Gibbs, chez David Montgomery? Est-ce qu'il n'y a pas eu, je sais pas. Ouais, mais à mon avis, plus que ça, parce que tu regardes le pré-drive, c'est que des passes. Donc c'était, je pense, une vraie volonté une vraie volonté dans le jeu d'aller attaquer le backfield de je pense que surtout, il voulait prendre l'avantage sur Jalen Ramsey, qui, on sait, aujourd'hui fait plus de trash talk que des performants. Il arrive quand même malgré tout de temps en temps à faire 2-3 jeux, mais c'est plus le Jalen Ramsey de l'époque. Mais surtout TJ Watt qui était pas là. Donc du coup, tu te dis, TJ Watt pas là, on va y aller. Mais sauf que notre ami, parce qu'il va vraiment en parler, au coaching, encore Mike Tomlin, l'autre, d'accord. qui est un sorcier et qui arrive à te monter des équipes de briques et de broc avec un quarterback, tu l'as dit, qui a 75 ans, qui arrive quand même à faire quelque chose. Donc 200e victoire, 17e saison en positif. Il va vraiment à un moment falloir parler de Mike Tomlin, coach qui n'a jamais eu de coach of the year. Oui. Donc, il a toujours eu des saisons positives, mais ça a toujours été à 1 ou 2 victoires. Hein. Il n'y a pas eu de. Non. Il y a eu depuis la retraite de Ben. Oui, ok. Quand il y avait Ben, ok, mais il y avait une équipe de fous. Bon, mais là, regarde, aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe. Il y a pas depuis que Big Ben est parti, il a fait des saisons positives avec
Justin Jefferson, pas Justin Jefferson, Justin Fields, Non, mais avec Kenny Pickett. ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est un sorcier, c'est clair. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Mais moi, je vous parle sur le fait qu'il n'ait jamais eu le coach of the year. Il y a toujours eu une équipe qui a surperformé dans sa conférence pendant un moment. Mais oui, il mérite un prix sur l'ensemble de sa carrière. C'est incroyable. Juste, je voudrais revenir sur la fin de match parce qu'on a quand même eu quelque chose d'assez incroyable sur cette fin de rencontre. À 25 secondes de la fin, les Lions de Détroit sont donc menés 29-24 et sont sur les 1 yard de Pittsburgh. Ils sont à ce moment-là sur les 1 yard de Pittsburgh. Il y a un touchdown qui est envoyé vers Amon-Ra St. Brown qui est annulé pour une passe interférence offensive d'Isaac Tesla. Ensuite, il va y avoir 6 jeux qui vont se dérouler dans la red zone des Steelers sans que les Lions arrivent à marquer. Et enfin, dernier jeu, il y a cette fameuse passe vers Amon-Ra St. Brown qui ensuite relâche le ballon. C'est un peu cafouillé, Jared Goff la reprend. Il y a touchdown à nouveau annulé pour une passe interférence offensive, cette fois d'Amon-Ra St. Brown. Est-ce que c'est pas symptomatique là, justement, de cette saison des Lions qui finalement, on a l'impression qu'ils sont toujours tout près du but, mais ils n'y arrivent pas? Complètement. C'est en fait l'année dernière, tout ça, ils roulaient sur tout le monde. L'an dernier, à 25 secondes de la fin, ils sont en first and goal à 1 yard de l'embut. Il y a touchdown, hein. C'est certain. Hein. L'an dernier, Voilà. c'est certain. Mais en fait, ils sont tellement confiants d'eux qu'ils sont prêts à poser un genou au sol pour écouler du temps et marquer après. Quoi. Donc, il y a un truc qu'on sous-estime, c'est le flow du match et le flow de la saison. Ça s'est mal embranché direct. Et, ça avait bien commencé chez les Lions. Ouais, au début de saison, ils étaient 4-1, non? Ils perdent le premier contre les Packers, et après ils en gagnent 4. Ouais, c'est ça, ils étaient 4-1 en début de saison. Mais ils avaient pas le. On dirait, ils dominaient pas comme ce qu'on espérait. Donc, faut pas oublier que l'année dernière, ils étaient first seed, ils sont fait sortir au premier tour à la Lions, mais ils étaient first seed quand même. Mais après, on revit, tu parlais du départ des deux coordinateurs. Il y a des points communs avec la saison qu'avait vécu Philadelphie il y a 2 ans de ça, après le départ des deux coordinateurs aussi, où ils avaient plutôt pas mal commencé. Et rappelle-toi, la fin de saison régulière avait été une véritable agonie. Et d'ailleurs, après, ils s'étaient qualifiés pour les playoffs, si je dis pas de bêtises, avant de se faire sortir par les Buccaneers, si je dis pas de dinguerie. Donc voilà. Mais là, les Lions, aujourd'hui, la situation est très simple pour Détroit. Il faut qu'ils gagnent leurs 2 derniers matchs et que les Packers perdent tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sachant que les Packers sont joués les Vikings. Voilà. Donc autant dire que voilà. Hein. Et eux, ils vont jouer les Bears et oui. Non, les Lions, ils jouent les Vikings et les Bears. Les Vikings et les Bears. Les deux à l'extérieur. Sachant que les Bears ont besoin de gagner. Sachant que les Bears auront besoin de gagner, oui, tout à fait. Donc voilà, c'est clairement, c'est le titre d'ailleurs, un des sous-titres du podcast, mais ils sont clairement au bord du gouffre, là, les Lions. C'est vraiment. Alors, je vais dire, ils sont au bord du gouffre et ils ont fait un grand pas en avant. Alors, je pense qu'ils ont plus que une papate et 3. Ouais. C'est pas 1% de chance de qualification. Oui, c'est à peu près ça, un peu plus d'1%, 1,3%. Il faudrait qu'on fasse un podcast là-dessus, hein. Et on a quand même une chute des favoris. Tu vois, tu prends les favoris au Super Bowl en début de saison et tu prends là aujourd'hui ceux qui verront pas les playoffs. Dans le top 5, tu avais les Lions, tu avais les Ravens et tu avais les Chiefs. Hein. On risque d'avoir les 3 dehors avant même les playoffs. Mais vraiment, est-ce que pour vous, c'est vraiment une grosse surprise, les Lions? À ce point-là, oui. Ah oui.
Ah À oui. ce point-là, oui. Après, comme on l'a dit, la perte des deux coordinateurs, il faut se rendre compte de quelque chose, c'est que quand un coordinateur arrive et qu'il y a un coach qui reste, le coach a une philosophie de jeu et normalement les coordinateurs s'y adaptent un minimum. Même si le coach doit aussi s'adapter à ses coordinateurs. Quand on commence une saison, les coordinateurs arrivent, ils voient que ça marche, surtout dans une équipe comme les Lions où ça a marché les dernières années. Ils vont essayer de s'inspirer de ce qui se fait et ils vont prendre ce qui arrive. Et donc ça marche, ça fonctionne, mais au fur et à mesure de la saison, il y a des ajustements à faire en fonction de telle ou telle personne, de tel ou tel personnel, de tel ou tel jeu. Donc on fait des ajustements, et les ajustements, ils sont faits par ces coordinateurs. C'est pas le coach qui les fait. Le coach, il est valide, mais c'est les coordinateurs qui sont normalement à la base de ces changements-là. Et c'est à partir du moment où il y a eu ces changements-là que les Colts, que les Lions, en plus avec le calendrier qui s'est durci un peu, ont commencé à chuter. Clairement, là, on voit vraiment l'impact des deux coordinateurs. C'est clair et net, quoi. En tout cas, c'est une saison. Oui, enfin franchement, pour moi, ça reste une surprise. Qu'il soit pas first seed, qu'il soit pas meilleur bilan de la NFC, bon, ça, à la rigueur, on pouvait le penser, surtout qu'ils sont dans une division qu'on savait qui allait être difficile. Mais de là à ne pas les voir en playoff, oui, pour moi Après, aujourd'hui, c'est une surprise. Après, la plus grosse surprise de la NFC North, c'est que les Bears sont premiers. Oui, aussi. Mais ça From reste. last to first. Il y en a tous les ans, il y en a un qui fait de From last to first. Oui. Vivement la NFC Est, d'ailleurs. Ouais. Ouais, alors avant que ça arrive, ça, mon gars. C'est pas demain la veille, effectivement. En parlant de last to first, ils étaient pas last l'an dernier, ils étaient troisième, mais ils sont pas loin d'être first cette année. C'est les Panthers de Caroline, qui avaient eux aussi un match, décidément. On avait beaucoup de, entre guillemets, finales pour les titres de division. C'est pas des finales parce qu'il en reste une entre deux. Et Mais ouais. on va dire qu'on avait beaucoup d'affrontements entre des premiers et des deuxièmes de division cette semaine. Là, c'était contre les Buccaneers de Tampa Bay. Alors, il y a, on va le redire tout de suite, un deuxième affrontement entre les deux équipes, cette fois à Tampa Bay en semaine 18, qui va sans doute décider du titre de division entre les deux équipes. Pour que ce ne soit pas le cas, il faudrait que les Panthers battent les Seahawks et que les Buccaneers perdent la semaine prochaine. Mais contre les Dolphins. Contre les Dolphins, autant dire que le match-up est quand même plus facile pour les Buccaneers que pour les Panthers. On a quand même encore eu, il y a un exemple de ce que sont les Panthers cette année. C'est pas forcément flamboyant. On sait que ça a des faiblesses, mais qu'est-ce que c'est courageux. Bah, c'est ça. T'as tout à fait résumé. À l'image de leur quarterback, sur qui on a tapé, et on continue à taper, et puis finalement, il les amène, et j'ai l'impression surtout que il traîne son attaque sur son dos, et il fait ce qu'il a à faire. Il va même prendre des coups en courant, et puis il fait jouer son équipe. Alors c'est pas flamboyant, hein, c'est moins de 200 yards, mais 2 touchdowns. Il fait ce qu'il a à faire. Pour moi, c'est vraiment exactement ça. Et puis, à un moment, il va falloir faire le procès des Buccaneers, quoi. Ah oui, là, ils sont en train de flinguer leur saison. Je veux dire, ils sont en train de la flinguer tout seuls, comme des grands. Hein. Parce que bon, je veux pas dire. Il y avait l'excuse, juste avant la bye week, qu'ils avaient beaucoup de blessés. Il y a eu ce moment-là où même Todd Bowles disait lui-même, il est temps que la bye week arrive, parce que là, l'effectif est à bout de souffle. Bon, il y a eu cette bye week, et depuis, on a l'impression que ça va de mal en pis. Et non seulement ils perdent, mais comme contre les Falcons en semaine 15, ou encore comme cette semaine-là, on a l'impression qu'ils font tout pour perdre. Ouais, C'est tout ça le truc. Mais ils se font... ne vous méprenez pas, mais Rico Dodell, Hubbard, Horn, c'est pas non plus des foudres de guerre, quoi. Et ils arrivent à avancer malgré tout. Quand tu te fais trouer par ça, excuse-moi, qu'est-ce que tu peux espérer? Surtout que c'était une équipe avec Todd Bowles qui a toujours été un spécialiste de la défense, qui était coordinateur défensif. À la base, c'est compliqué, quoi, tu vois.
Ah, puis il va falloir ouvrir le débat de la gestion des fins de match aussi, parce que déjà la semaine dernière contre Atlanta, c'est même pas les cartes qu'ils ont en main, c'est carrément tout le jeu. Tu vois Ouais. ils ont un plan complet dans les mains et ils arrivent à foirer. J'ai envie de dire presque dans le Falcons style le plus pur, tu vois. Cette fois, c'est eux qui foirent. Et là, ils ont un dernier drive pour au moins aller égaliser. Ils sont en possibilité de taper un coup de pied à 3 points. On sait qu'en plus, Chase McLaughlin est l'un des kickers les plus fiables cette saison en NFL. Il est en bonne position pour au moins aller égaliser et chercher la prolongation. Et là, il y a là cette incompréhension, mais alors dramatique, entre Mike Evans et Baker Mayfield, où Mike Evans part à droite et Baker Mayfield l'envoie à gauche dans les bras du défenseur adverse. Alors, il y en a un qui part dans le zig et la balle part dans le zag. Là, c'est quand même... Et- Enfin, ça à 10 secondes de la fin. Mais mon Dieu, quand tu joues le titre de division, s'il te plaît. Quoi. Mais moi, je pense que là-dessus, du côté, ça manque de sérénité. Encore une fois, ils ont perdu le Lion Cohen. Ouais. Ils ont surtout perdu la confiance, hein, je pense. Hein. Mais derrière, voilà, ils savent plus. Et pour te dire, défense, ils ont re-signé Jason Pierre-Paul. Alors, je pense que ce que tu dis est tout à fait vrai. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne savent plus. Mais je pense qu'ils ne savent plus gagner, les Buccaneers. J'ai l'impression qu'ils sont sur un vrai complexe où, en fait, quand t'as la peur de gagner, tu sais, ce truc où... Cédric Pioline. Ouais. Non, mais en fait, les deux premières défaites de leur saison, les deux premières défaites de leur saison, c'est les Eagles, les Lions. Avant, ils arrivent quand même à battre les Texans, les Seahawks, les Niners. Donc c'est un gros début de saison. Après, ils enchaînent 3 matchs compliqués, la triplette Patriots, Bills, Rams, qui fait bien mal à la tête et qui génère des blessures. Ok. Ils battent les Cardinals, on se dit, bon, pourquoi pas, c'est normal, c'est des Cardinals. Puis, excuse-moi Flav, j'ai rien contre les Saints, mais perdre contre les Saints à domicile, quand toi, tu es censé gagner et que les Saints veulent perdre pour avoir le first seed, perdre contre les Falcons à domicile, perdre chez les Panthers, à un moment donné, est-ce qu'ils veulent vraiment cette division, quoi? Je sais pas, c'est vraiment... Est-ce qu'ils peuvent la prendre? C'est un effectif qui surfe sur une division qui est médiocre. Non, mauvaise. Dégueulasse. Oui. Ils gagnent parce que il y a personne, mais l'effectif n'a pas été extrêmement régénéré. Non, ça c'est sûr. Et du coup, gagne des pots de mieux, hein, de toute façon. Hein. C'est clairement. Oui, là où tu as raison, c'est que l'année dernière, c'était pas beau. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Cette année, on voit quand même un peu plus de belles choses dans cette division. Et typiquement, les Panthers, moi, ils me font forte impression et je trouve que c'est très valorisant et à valoriser plutôt l'effort et la progression qu'ils ont. C'est Alors, je vais être d'accord avec toi sans être d'accord avec toi, et après je vais laisser y parler. Personnellement, j'ai rien du tout contre les Panthers, c'est très sincère, et voire même, je suis content qu'ils puissent rivaliser avec les Buccaneers pour apporter un peu de suspense et tout. Après, je ne dirais pas personnellement que c'est une équipe qui me fait forte impression. C'est une équipe qui travaille bien, ça c'est vrai. C'est une équipe qui fait avec les moyens qu'elle a, et elle n'a pas des moyens énormes. Ça c'est vrai, c'est un fait aussi. Maintenant, il y a qu'à voir leur match contre les Bills. C'est une équipe qui est capable de passer au travers et de prendre 45-3 en play-off, hein. Très clairement. Comme c'est une équipe qui va pouvoir créer une surprise aussi en premier tour. Ils sont capables de tout, mais parfois de rien. Et le jour où ils sont dans un jour sans, ils peuvent prendre une piquette. Hein. Oui, mais c'est pas. Alors, te prendre une piquette, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah, c'est pas grave, mais ça t'élimine, quoi. Oui, mais en fait, il faut gagner. Il faut savoir les matchs que tu peux gagner, et c'est ce qu'ils font en fait cette saison. Ah mais oui. C'est qu'ils mettent les efforts. Et Dave Canales, les coachs très bien. Je pense que ils mettent les efforts sur les matchs qu'ils peuvent gagner. Enfin, s'il te plaît, ils perdent 2 fois contre les Saints. Ils sont 2 défaites contre les Saints, les Panthers. Ils gagnent contre les Saints, ils ont tué la division déjà. C'est fini. Terminé. Tu vois. La semaine dernière, ils sont à la Nouvelle-Orléans, ils mènent au score, ils se font reprendre, ils se font passer devant par les Saints. Ça fait quand même 2 fois, en moins d'un mois, qu'ils perdent contre l'équipe qui est censée être la plus faible de la division. Enfin, ces matchs-là, quand tu vas être champion, tu les perds pas, hein, normalement. Ah, c'est sûr. Oui, mais c'est pas une équipe qui est programmée pour ça.
Et c'est une équipe qui va Elle être. est capable de coups d'éclat. Et contre les Rams, elle est capable de faire des coups d'éclat, cette équipe-là. Mais elle n'est pas régulière, elle n'est pas Pour l'instant. impressionnante. Elle est pas Mais c'est une équipe Elle qui est est en en phase de construction. construction. Et bien sûr, on est d'accord là-dessus. Et je pense que le titre de division leur ferait plus de mal que de bien. Oh, non, il y a quand même une expérience à prendre en playoff. Tu peux pas dire ça. Mais les gars, oui, il y a une expérience. Mais après, imagine, ça s'enflamme, on va aller Non, Faut pas recruter qu'il y ait des gars. Moi, Non. je crois pas que ce soit le genre de Dave Canales. Ouais, moi j'y crois pas non plus. Oui, non, mais bien J'y sûr. crois pas non plus. Et gagne Non. à l'euro million, on va voir si tu t'achètes pas une Ferrari, gars. Ah bah non, ça, c'est sûr que non. Mais ça, c'est Oui, un j'ai autre pas le débat. permis. J'y rentre pas dedans. Donc, Oui, moi non plus. Ce serait plutôt un gros truck. Non, c'est Oui, un autre on débat. voit votre côté républicain qui C'est ressort. un autre débat pour un autre jour, mais non, mais je suis pas Non, sûr je suis pas sûr qu'il y ait une enflammade incroyable s'ils sont champions de division. moi, je suis complètement d'accord avec toi, Flav, là-dessus. Je pense que non, ça peut leur servir pour prendre de l'expérience et pour aller pour taquiner un peu tout ça. Ça peut aussi beaucoup servir à Tampa Bay pour la remise en question, ça c'est évident. Mais Tampa Bay, il la gagne pas, ils gagnent pas la division, ils repartent pour de la médiocrité pendant. Ah bah, et pendant Todd 10 Bowles, ans. c'est dehors, hein, ça c'est sûr. bah oui, j'espère bien. Oui. Et Raheem Morris, déjà, va faire le même chemin du côté des Falcons. Alors j'ai même une autre question, c'est que est-ce qu'avec la saison, même s'il gagne le dernier match contre les Panthers et qu'il se qualifie, est-ce que Todd Bowles n'est pas dehors? Enfin, sauf s'il gagne un tour ou deux de playoff, oui d'accord, mais s'il se prend une branlée en premier tour, est-ce qu'il n'est pas dehors quand même, hein? C'est toujours pareil. Ok, tu sais ce que tu perds, mais tu sais jamais ce que tu gagnes. Tu vas aller chercher quoi? Brian Dabble. Van Joseph. Non mais est-ce que tu crois que Matt Nagy. Non mais est-ce que vous croyez vraiment que les gars ils vont aller dans un projet comme ça? Parce que faut être attractif quand même. Il y en a bien qui vont coacher les Titans. Mais il faut ouais, enfin il va y avoir un coach, mais Les Titans c'est quoi- avec Tim Boyle. c'est quoi le projet en fait? C'est toujours pareil. Si on te dit C'est faut parce que c'est notre reconstruire parce projet. que faut reconstruire, est-ce qu'il y a des coachs qui aujourd'hui en NFL sont capables de construire un programme de A à Z? C'est-à-dire que pour moi, du côté de Tampa Bay, faut pas attendre je sais pas combien de temps, faire comme ont fait les Saints, attendre. Ça veut dire que ou tu gagnes, ou tu renforces l'équipe pour gagner avec un coach capable de gagner tout de suite parce que la division est ouverte et que tu peux gagner la division, ou alors tu reconstruis avec ce que tu as déjà parce que tu as une bonne base et tu essayes d'améliorer cet effectif. Soit tu repars avec quelques bases que tu as, soit tu reconstruis un projet sur plusieurs années. Et ça va être dans le choix du coach. Si tu changes de coach. Si tu changes de coach. Un tout petit mot, les amis, quand même, sur le dernier match qu'on a, nous, à notre heure, à disposition, parce que là aussi, on a esquissé tout à l'heure le sujet, mais c'est quand même une surprise aussi dans cette saison. Les Ravens se sont en grosse difficulté. Ils ont été battus dans la nuit de dimanche à lundi par les Patriots, 28 à 24. Les Patriots qui ont d'ailleurs perdu Trevelyan Anderson pendant le match. Et les Ravens qui, eux, ont perdu à nouveau Lamar Jackson. Il y a un vrai problème Lamar Jackson quand même dans cette saison. Bah là oui, là il va falloir quand même se rendre compte un peu. Après, les Ravens étaient dans le dur, ils ont vraiment poussé pour qu'il joue, pour qu'il soit leader. Il ne l'a pas été. Oui, il y a un gros problème. Lamar Jackson, clairement, ça saute aux yeux. La construction, la dépendance qu'on a envers ce joueur. Alors, je dirais la dépendance qu'on a avec ce joueur depuis notamment le déclin aussi. Même si c'est difficile de parler de déclin avec un joueur de ce calibre, mais le déclin d'Eric Henry cette année qui est bien en deçà de ses standards, même si hier il nous fait un beau match avec 128 yards. Non, mais tu vois, ça c'est incompréhensible. Hier, il fait un très bon match d'Eric Henry, et en fait, au moment où Lamar Jackson sort, bah, on l'utilise moins. C'est, tu vois, enfin, tu te dis ça fonctionne, tout va bien, et à partir du moment où tu en as le plus besoin,
Bah, je sais pas à quoi jouer Harbaugh, mais tu te dis, bah non, je vais faire autre chose. Alors qu'ils menaient au score, hein, jusqu'à dans les dernières minutes, les Ravens. Donc, enfin, je sais pas, t'as un Derrick Henry qui est en forme, t'appuies dessus, t'appuies, et t'appuies encore, tu vois. Je veux dire, t'hésites même pas. Il y a même pas de débat. Là, je sais pas. Les Ravens ont une gestion très très bizarre cette saison, je trouve. Et on parlait d'équipe au bord du gouffre tout à l'heure. Là, le gouffre, c'est la faille de San Andreas, hein, devant eux. Hein. Là, pour faire simple, bah, c'est comme les Lions, hein, faut tout gagner et que les Steelers perdent tout. Sachant que les Steelers vont chez les Browns la semaine prochaine. Ouais. Oui, mais on sait que c'est match de division, c'est Oui, tout. non, mais d'accord. Mais les Ravens, ils vont chez les Packers. Non, mais c'est sûr. Après, oui, il y a un problème de toute façon dans cette équipe. Tu en as parlé. Hein, il faisait partie de favoris C'est structurel. pour beaucoup. Ben, non, mais Moi, je suis désolé, c'est structurel. Les Ravens, moi, je suis désolé. C'est pas que cette année. Ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait depuis que Lamar Jackson est là. C'est très bon en saison régulière. Ah, mais là, c'est même plus bon, saison régulière. Voilà, c'est ça le problème. Et le truc, c'est que. Peut-être qu'ils ont essayé ça. Ils se sont dit, on va pas être bon en saison régulière pour être bon en playoff. Mais le problème, c'est qu'il faut se qualifier, quoi. Non, mais ça fait plusieurs années où on se dit, c'est leur année et c'est jamais leur année. C'est comme les Bengals, ils ont tenté une nouvelle tactique à être bons au début de saison. Et puis, bah, finalement, ça n'a pas marché non plus. Non, mais les Bengals, non, mais tu vas pas comparer les Ravens avec les Bengals quand même. J'ai pas comparé du tout. Je disais juste que Non, c'était mais, des tentatives de nouvelles tactiques. Alors, laquelle des deux franchises a le plus de problèmes structurels? structurel. Attention, alors là, on va Oh partir. non, mais non, Attention, mais non, ouvrez mais bien attends, vos oreilles, les amis. Ça va être. C'est le mais moment, attends, c'est le moment de couper le podcast. les Bengals- On dit pas les au revoir, c'est pas grave. Garez-vous. Attention. mais les Bengals, mais c'est même pas des problèmes structurels. C'est une franchise, ça s'appelle les Cincinnati Problems. Non, mais non, faut arrêter les conneries. Ils sont Engage. non. Oui, les bêtises. Allez, moi, allez, vous faites un package. Les Browns avec les Bengals, c'est les mêmes problèmes. Tu vois, tu viens de loyer. Tu mets les Browns et les Bengals dans les mêmes. Ah oui. Oh, même chose. La seule chose, c'est qu'il y en a un. Et les Jets aussi ou pas? Oh, ben monsieur. Allez. Je sais plus la coupe pleine. Les Jets, c'est ceux qui pilotent l'avion, tu vois. Oui. Et les Raiders. Et puis voilà. Allez hop. Voilà. Bon, ok. Merci Yaya pour cette fine analyse en tout cas. Voilà. Mais non, mais les Bengals et les pauvres. Tu voulais parler des Jaguars, mon cher Vince. On va dire que c'est ton coup de cœur ou ton coup de griffe ou ton. Eh ben oui. Alors déjà, je suis désolé. Ça va être pénible, hein, on va l'écouter. Non, j'ai un coup de cœur et j'ai un coup de cœur, coup de griffe. Le coup de cœur, coup de griffe, c'est clairement pour les Jags hier, qui m'ont fait vraiment forte impression. J'ai vraiment aimé leur match, j'ai vraiment aimé la sérénité qu'ils dégageaient, et puis ils sont allés chercher un très gros match du côté de Mal Heights. Ils ont mis 34 points, je crois, si je me trompe pas. 34 à 20, c'est ça. 34 points passés à la défense des Broncos à Mal Heights. Bon, aïe, tout court, parce que si tu dis Heights, tu n'y arriveras jamais au stade. Ah ben, alors, je vais le renommer. Donc, Malhaï, effectivement, non, c'était un très beau match. Après, la défense des Broncos s'est passée complètement au travers. Par contre, oui, je voulais en parler quand même. J'ai trouvé que les décisions arbitrales et notamment le gros choc qu'il y a eu sur Trevor Lawrence alors que l'arbitre a sifflé de l'autre côté, en fait, on l'a vu dans le match des Seahawks et des Rams. Les Seahawks, l'arbitre a sifflé, il a récupéré la balle nonchalamment parce qu'il était persuadé que le jeu était fini. Il y a eu touchdown. Pourquoi quand l'arbitre siffle? Après, derrière, on se dit, mais quand l'arbitre siffle, il faut complètement arrêter. Ça se passe de l'autre côté du terrain, le joueur ne peut pas l'entendre avec le bruit qu'il y a. Ce n'est pas possible. L'arbitre lui-même sur le terrain va voir l'arbitre principal et dit non, j'ai pas entendu moi-même le coup de le siffler. L'arbitre principal ne le relève pas. Pour moi, c'est une grosse erreur d'arbitrage, je trouve. Ça influe énormément le match puisque derrière, c'était une 3e et 15 pour les Jags. Si jamais ça passait pas, ils s'en sortent avec une première tentative et derrière ils marquent un TD.
quoi qu'il arrive, les Jags ont mérité leur victoire, c'est clair, c'est sûr. Les Broncos sont passés au travers de leur match et les Jags ont vraiment maîtrisé. Et ça, on leur enlèvera pas. Mon vrai coup de cœur, c'est pour cette année générale NFL, parce que vraiment, j'en ai parlé en début de podcast, mais je trouve que c'est incroyable le nombre de fois cette saison où on s'est dit, c'est le match de l'année. C'est le match de l'année, c'est le match de l'année. On T'inquiète peut pas, en il arrive sortir c'est la énormément. semaine prochaine, le match de l'année. On Oui, peut en alors on sait sortir- tous que ce sera Raiders Giants. quoi. Voilà, mais on peut en sortir énormément. Mais par exemple, pour parler des Giants, le Cowboys Giants, c'est un super match aussi. Le Giants Broncos, c'est un super match aussi. Il y en a plein des matchs de l'année cette année. Et je trouve que la qualité de la NFL, la qualité des scénarios de match et la qualité même de la technique de ce que l'on a pu voir tout au long de la saison, on a vu un nombre de catchs mais incroyable. Je ne me souviens plus qui c'est qui le fait encore je me le suis noté, j'ai perdu mon papier, qui fait un catch de fou ce De toute façon, week-end. t'aurais pas su le prononcer. Donc. Oui, certainement. Mais Justin non, Jefferson non, c'est pas Jefferson qui fait, mais il y a un catch, Il y a incroyable. Quentin Johnston aussi qui ont fait un beau avec les Ça, c'est Chargers. juste pour que je le dise, je ne le dirai Non, pas. non. Mais non, je crois que c'est sur le match. C'est rare de catcher un ballon. C'est un des 2 matchs de samedi. Je l'ai plus. Mais en tout cas, ouais, on a vu vraiment de superbes choses. Et c'est à noter. C'est à vraiment noter parce que, franchement, moi, je suis vraiment très agréablement surpris par la qualité que nous propose la NFL cette année. Mon Yaya, un coup de cœur pour Non, moi, c'est plutôt un coup de griffe. Mike Kafka. Jackson Dart qui me fait un magnifique moins 3 points en fantasy. Merci à lui. Oui, bah écoute, ça t'apprendra. Moi, tu Mais sais, que je gagne quand même, c'est ça qui est triste. moi, 54 points de la défense des Saints, mais enfin, je dis ça, je dirais. je suis bon dernier. Voilà, bon, bref. Non, moi, c'est Dick Metcalf qui met une tarte à un supporter des Lions. Ouais. Je pense Il y a des beaux que. cheveux, d'ailleurs. Ah ouais, non, mais au bout d'un moment, faut arrêter, les gars. Tu sais que tu peux pas toucher au public, et toi, t'y vas, tu réponds à la provocation. Attends, c'est pas. Enfin, voilà. Hein. Ouais, mais moi. Pas la chose la plus consciente du paquet. Hein. Oui, je suis d'accord, mais quand même, au bout d'un moment, stop. Faut arrêter les conneries, quoi. Sean, hein. Je suis désolé, mais. Tu as raison. Tu le sais, mais voilà, moi ça me gonfle. Moi, je suis le premier. Si je suis sur un terrain, je suis le premier à chambrer tout ce qui passe, y compris le public. Mais jamais j'irai leur mettre une tatane. Surtout, les gars, c'est des Formule 1, quoi, tu vois. Donc, ça sert à rien. Voilà. C'était le catch de DJ Moore avec Chicago en prolongation. Parce oui, c'est ça, là, sur la passe de Caleb Williams. Ouais. C'est un très beau catch, alors qu'il est très bien défendu. Très bien défendu, mais ouais, très beau catch. On rappelle les résultats de cette 16e semaine en rappelant. Tu nous as pas fait ton coup de cœur, coup de griffe, mon cher Flav. Moi, vous le connaissez, mon coup de cœur. Les Saints. Ah, évidemment. Les Saints qui vont finir avec un meilleur bilan que les Chiefs, ça va être magnifique. Mais peu importe. Il est en train de se passer quelque chose en Louisiane. Moi, je vous le dis, les amis. Et ben moi, je te dis que Taylor Shock, il est pas si vilain que ça. Et il est en train d'avoir une cote d'amour auprès du public de la Nouvelle-Orléans qui est en train de monter en flèche. Et franchement, il se passe quelque chose. Alors c'est pas toujours beau à voir. Hein, la première mi-temps est pas belle du tout. Encore une fois, sans vouloir manquer de respect à personne, c'est contre les Jets. Hein, c'est pas non plus voilà. Mais n'empêche qu'il y a cette victoire contre les Buccaneers, il y a cette victoire contre les Panthers, il y a cette victoire contre les Jets. Il y a des matchs encore contre les Titans et les Falcons. Et finalement, tu te dis qu'ils seront sur une dynamique, lancés sur une dynamique de fin de saison, comme les Panthers l'an dernier. Où ils seront possiblement sur une dynamique qui sera pas mauvaise et avec des choses dans le jeu. Ils sont en train de retrouver une défense qui est bonne, qui est très bonne même, et ils sont en train de trouver une attaque avec un Chris Olave qui est absolument partout, qui parce que bon, il y a quand même pas beaucoup de mecs en attaque hein, aujourd'hui. Hein. Tu regardes, nos 2 running backs sont blessés. T'as un receveur qui est un peu tout seul aussi. Voilà, c'est fait de briques et de broc, mais ça joue avec le cœur, comme depuis le début de la saison. Et franchement,
c'est une saison qui est bien plus réussie dans le mental que ce que je pensais du côté de la Louisiane. Voilà. Moi, je suis très content pour Chris Olave, effectivement, qui avait vraiment montré son attachement pour cette franchise et qui avait dit qu'il voulait rester malgré les difficultés du club et qui y croyait. Et je suis vraiment content pour lui. Et qui a pensé prendre sa retraite l'année Oui. dernière après ses commotions et qui a décidé de refaire une saison pour voir comment ça allait pour aider les Saints à se reconstruire. Et merci Chris et merci à tous ceux qui l'ont en fantasy aussi parce qu'il a dû faire du bien hier dans les équipes. On rappelle qu'il a que 25 ans. Hein. Ah oui, tout à fait. Je te disais donc, il nous reste un match dans cette semaine 16 au moment où on publie ce podcast. Il reste le match entre les Colts d'Indianapolis et les 49ers de San Francisco avec Philip Rivers. Ça va être délicieux si vous savez pas quoi faire cette nuit. En attendant, le rappel des résultats. Les Seahawks ont battu les Rams 38-37 après prolongation. Les Eagles ont battu les Commanders 29-18 et sont donc champions de la NFC Est. Un back-to-back championne en NFC Est la première fois depuis 2004. Les Bears qui s'imposent face aux Packers 22-16 en prolongation. Les Saints qui s'imposent 29-6 face aux Jets. Les Bills, alors ça a été moins facile que prévu pour les Bills du côté de Cleveland. 23-20 pour Buffalo. Les Titans qui ont fessé les Chiefs 26-9. Alors là, si celui qui avait mis ce résultat-là il y a encore un mois de ça, voilà, il est riche maintenant. Les Chargers qui battent les Cowboys 34-17 avec encore une très belle expression défensive de Dallas. Les Vikings qui s'imposent 16-13 face aux Giants. Les Panthers qui gagnent 23-20 face aux Buccaneers. Les Bengals qui s'imposent 45-21 face aux Dolphins. Dans le plus pur style des Bengals, j'ai envie de dire. C'est un peu mieux que d'habitude en défense. Mais bon, sinon, c'est... Voilà. Bon, rien. Les Jaguars qui s'imposent 34-20 à Mile High, le fameux stade flamélique. Les Falcons qui s'imposent 26-19 face aux Cardinals. Les Texans qui s'imposent 23-21 face aux Raiders. Les Steelers qui gagnent 29-24 face aux Lions. Et les Patriots qui s'imposent 28-24 face aux Ravens de Baltimore. Là, les amis, je vous invite à aller écouter, bien évidemment, les podcasts MLB, les podcasts NBA. Il y a eu un podcast NBA, je crois, qui est paru ce lundi, du côté d'N1. Donc, allez écouter tout ça. Nous, il nous reste à vous souhaiter un excellent Noël, un très bon réveillon et un très bon jour de Noël à passer en famille avec vos enfants, avec avec qui vous voulez, mais amusez-vous bien pendant cette journée de Noël. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, pour parler de la 17e semaine de compétition. Oui, mon Yaya ? Ouais. Avec tout le monde, sauf avec Deshaun Watson. Voilà. Ouais. Lui, de toute façon, il est plutôt branché d'Inde. Voilà. Mon Vince, joyeux Noël à toi. Mon Yaya, joyeux Noël. Et joyeux Noël. Bon voyage, puisqu'on le retrouve pas. Oui, il va à Mile High, on n'est pas prêt de le retrouver. Et bonne fête à tous. On se retrouve très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. Ciao, bonne fête.